Welcome everyone to this conversation session of the Humanetics in Real Life project. I'm Anna Borisenkova and I will serve as the moderator of today's session. We thank you for taking time out of your weekend to join us. Today, we are really pleased to have as our speaker Olivier Abel, whose talk L'herméneutique et l'interprétation de l'Europe pour aujourd'hui will build on his recent book Le Vertige de l'Europe, and discuss how hermeneutics may assist the crafting and implementation of a new vision of Europe. Olivier Abel is a professor of philosophy and ethics at the Institut Protestant de Théologie in Montpellier. He is prominent as a Ricoeur scholar and was one of the principal driving forces behind the establishment of the Fonds Ricoeur in Paris. Olivier will speak for about 20 minutes or so, and that will be followed by your questions and answers and discussion for the remainder of our hour together. Dear participants, please feel free to submit your questions in the chat box. You may start typing your questions in the chat anytime, either during today's presentation or after. We're asking if you want to raise a question, please do so in the chat box so that we can provide a diverse group of questions. And please do remember to mute your computers and cell phones, and also note that we're recording this for future viewing on our website. Merci beaucoup, Olivier. Nous avons un énorme plaisir de vous avoir aujourd'hui et je vous donne la parole. Okay. Thank you very much, Anna. I'm very pleased to be with you, all of you, tonight. It's the evening in France, and I'm very pleased to see that this network is working so well. Yes, I want to speak about my book. It's not my last book because I have just written another book actually about humiliation, but it was a book about Europe, this book, Le Vertige de l'Europe. And yes, it is for me also the occasion to make a definition of hermeneutic, a kind of definition of hermeneutic. And I'm sorry, but I am going to speak in French. My English is, as you see, is very, very, very bad. Voilà, donc l'occasion du livre, c'était en fait, voilà, quand je suis revenu d'Istanbul, où j'ai enseigné quelques années, j'avais rédigé en 1989 un premier livre sur l'Europe, justement parce que j'étais très occupé par ces questions d'Europe, avec Istanbul, où sont les frontières de l'Europe. Avec le Premier ministre Michel Rocard, on avait organisé des colloques au Sénat à Paris sur la Turquie et l'Union européenne, etc. Et dans ce premier tout petit livre, mon propos était un petit peu dans le sillage du livre de Laurent Thévenot et Luc Boltanski sur les conflits de justification, des économies de grandeur. C'était d'installer un débat entre quatre conceptions de l'Europe, donc un conflit d'interprétation sur l'Europe, que je ne vais pas développer ici. Et mon idée, c'était justement qu'une société est d'autant plus vivante qu'elle est capable de supporter un conflit d'interprétation dans lequel on est capable justement d'avoir des interprétations différentes en conflit et de différer ensemble, de ne pas être d'accord, mais de rester ensemble. Avec l'idée que justement les grands symboles sont réinterprétables à l'infini et qu'ils structurent ces conflits d'interprétation. Et d'une certaine manière qu'ils les installent, on va dire. Et on peut concevoir en effet même pour parler des symboles, le drapeau européen comme l'idée qu'il y a une pluralité d'interprétations, de traditions vives, créatrices, qui font cercle à équidistance d'un centre vide. Le centre est vide et il y a un cercle autour, un cercle d'interprétation. Ce n'est pas forcément les nations, ça peut être aussi des traditions religieuses, ça peut être des traditions idéologiques, ça peut être des projets différents aussi, etc. Voilà. Alors, 30 ans plus tard, dans ce second livre, Le Vertige de l'Europe, sur l'Europe, d'abord, d'un point de vue herméneutique, je continue l'idée que c'est intéressant de redéfinir l'herméneutique à cette occasion. Il n'y a pas que le conflit des interprétations, il y a aussi le décalage des générations. L'idée, c'est que chaque génération surgit dans un monde qui est déjà là et qu'elle va devoir réinterpréter.
j'avais écrit dans l'éthique interrogative, il y a une vingtaine d'années, l'herméneutique met au centre de la condition humaine la condition interprétative. Chaque génération doit réinterpréter le monde où elle se découvre. Et c'était un petit peu dans le prolongement de l'idée de Paul Ricoeur que nous survenons, je le cite du texte à l'action, nous survenons en quelque sorte au beau milieu d'une conversation qui est déjà commencée et dans laquelle nous essayons de nous orienter afin de pouvoir à notre tour y apporter notre contribution. Et donc ça veut dire qu'il n'y a pas de commencement absolu, on est au beau milieu d'une conversation commencée. Mais en même temps, il y a des décalages. Chaque génération doit réinterpréter. Et donc, voilà, ce qui était la justification de l'Europe en 1989, au moment de la chute du mur de Berlin, etc., il y avait une dimension d'utopie, une dimension inachevée. Je me rappelle d'ailleurs une conversation de Habermas qui téléphonait à Ricoeur, et j'étais à côté de Ricoeur, et Habermas cherchait à engager Ricoeur avec lui dans un projet sur l'Europe. Bon. Et voilà, donc, je dirais aujourd'hui, la situation pour les nouvelles générations d'Européens, la situation est très différente. L'Europe aujourd'hui, elle est plutôt sur la défensive, elle se sent attaquée, elle doit chercher des lignes de défense. Les États-Unis ont leurs propres problèmes, il y a la frontière avec le monde russe et slave, il y a la frontière turque et méditerranéenne avec les réfugiés, les immigrés, il y a le monde africain qui s'est remis en marche, et puis bien sûr, il y a la Chine. Il y a eu un autre auteur qui vient d'écrire un petit livre sur l'Europe qui s'appelle Billetter, qui est un sinologue, Jean-François Billetter, et qui disait « c'est la Chine qui a fait de moi un Européen ». Parce qu'il a beaucoup travaillé en Chine, il a compris en Chine qu'il était européen. Un peu comme moi, travaillant à Istanbul, j'ai compris que j'étais européen. Voilà. Et donc là, il y a vraiment un conflit avec la Chine, par exemple, il y a un véritable conflit d'imaginaire, on va dire. Mais le danger, c'est d'avoir une conception seulement défiante, je dirais juste sur la défensive, et de manquer la confiance en soi, au sens d'Emerson, hein, je pense qu'Emerson a quelque chose à apporter de ce point de vue-là, aujourd'hui encore à la vieille Europe, et justement une conception moins défiante, tout le temps plus confiante. Et donc, la question que je pose, c'est qui sommes-nous, nous, Européens? Quelle est notre identité, non seulement narrative, mais aussi poétique et utopique? Et pour comprendre, je dirais, la gravité du problème, c'est qu'il y a eu la guerre, je pense aussi à Husserl, Husserl qui justement rapproche la philosophie de l'idée d'Europe dans sa conférence de 1935 à Vienne, où il écrivait « Il y a en elle, parlant de l'Europe, il y a en elle quelque chose d'insigne à quoi tous les autres groupes de l'humanité eux-mêmes sont sensibles, quelque chose qui les pousse à s'européaniser. L'Europe a un lieu de naissance. Je ne veux pas parler d'un pays en un sens géographique, mais d'un lieu spirituel de naissance dans une nation, en l'occurrence dans des hommes isolés et des groupes humains de cette nation. C'est la nation de la Grèce antique des 7e et 6e siècles avant Jésus-Christ. En elle naît une nouvelle sorte d'attitude des individus à l'égard du monde environnant. Bon. Ce texte de 1935 a été traduit par Ricoeur en français dans la revue de métaphysique et de morale en 1950. Et dans son commentaire, Ricoeur critique l'européocentrisme de Husserl. Et je pense que cette critique a à voir avec le tournant herméneutique de la pensée de Ricoeur. Justement, l'idée qu'il n'y a pas de commencement absolu. Oui, il y a des commencements, mais il y en a eu d'autres avant, il y en a d'autres ailleurs. On n'a jamais fini de commencer et de recommencer. Et c'est cela même la condition, je dirais, la situation herméneutique. Et puis aussi, ce qu'on découvre avec les guerres de 1914 à 1945, c'est que, comme le disait Paul Valéry, nous autres civilisations, nous savons désormais que nous sommes mortels. Jan Patočka, dans tous les essais hérétiques sur la philosophie de l'histoire, a beaucoup réfléchi sur cette question de la guerre. Quelle a été cette guerre terrible qui a ravagé l'Europe pendant un demi-siècle pratiquement. Alors, donc, je veux maintenant faire un recours à une herméneutique de l'Europe. Je saute à pieds joints par-dessus, Anna par-dessus le passage de Patočka. Et donc, ma question, c'est dessous, c'est un peu plus bas.
recours herméneutique à l'Europe. La question, c'est comment interpréter l'Europe après son autodestruction? Et est-ce que son noyau éthico-mythique, est-ce qu'il bat encore? Est-ce qu'il est vivant? Est-ce qu'il est fidèle? Est-ce qu'il est créatif? Anna, c'est encore un peu plus bas dans le texte. J'ai sauté un passage, je ne voulais pas être trop long. Voilà, plus bas encore. Voilà, encore un peu. Encore un peu plus bas. Tu n'arrives pas à descendre? Oui, bravo. Voilà, c'est ça, c'était ça. C'est un peu au-dessus, voilà. Voilà, donc est-ce que son noyau est vivant? Est-ce qu'il est créatif? Et dans ce livre, c'est ça ma question. Alors là je crois que tu es descendu trop. C'était un peu plus haut. Donc, mon inquiétude dans ce livre, c'est est-ce que le noyau de la civilisation européenne, est-ce qu'il n'a pas été évidé? Est-ce que l'Europe ne marche pas sur le vide? À vrai dire, c'est une question ricoeurienne au sens où Ricoeur parle, c'est plus haut, Anna, c'est plus haut, tu es descendu trop bas. Excuse-moi, c'est compliqué, j'aurais dû garder la main sur le texte. Ouais, c'est plus haut, plus haut encore, plus haut encore, plus haut, encore plus haut, encore plus, voilà, un peu plus bas. Voilà. Non, là c'est plus bas maintenant. C'est compliqué. C'est plus bas. On va le retrouver. En fait, il faut sauter les textes en bleu, en fait. Je les ai mis, mais j'aurais dû les enlever. C'est plus bas, un peu plus bas, encore un peu plus bas, encore plus bas. Voilà, tu y es. Voilà, donc c'était ça ma question. Comment interpréter l'Europe après son autodestruction? Et est-ce que son noyau éthico-mythique, c'est le thème de Ricoeur, est-ce qu'il est encore vivant? Est-ce qu'il est encore créatif? Est-ce qu'il y a encore un noyau vivant ou bien est-ce que l'Europe marche sur le vide? Et première raison de ce vide, c'est que l'Europe est une société post-chrétienne. Je vais sauter encore quelques lignes pour aller plus vite maintenant. Il y a une illusion qui a été bien remarquée par Jean-Luc Nancy dans sa déconstruction du christianisme, qui est de croire que nous pouvons nous situer en dehors du christianisme en bloc, sans mesurer à quel point, par tous les bouts, nous sommes encore dans le christianisme. Ce n'est pas si facile que ça de sortir du christianisme. Et l'Europe croit trop. Il y a en Europe beaucoup de gens qui pensent qu'ils sont sortis, qu'ils ont tourné la page, mais en fait, ils restent encore quelque part, d'un point de vue culturel, très, très chrétien. Et donc, du coup, ils ont une sorte d'impuissance à comprendre ce passé et aussi une impuissance à critiquer le présent. Voilà. Et dans l'éboulement de notre société, qui avait été christianisée quand même assez profondément, les contemporains qui sont ensevelis sous les décombres de l'éboulement de cette société, eh bien, ils essayent juste de s'en sortir. Ils sont dans le stade de la dénégation, du refoulement. Et d'une certaine manière, soit par ignorance, ou le plus souvent parce qu'ils trouvent que cet héritage est trop lourd et qu'ils préfèrent y renoncer complètement et le liquider en bloc. C'est quelque chose que j'ai beaucoup remarqué. Et donc, là, il y a bien un problème de génération. Une génération qui ne veut plus hériter, en quelque sorte. Qu'est-ce qui se passe lorsque la génération suivante ne veut pas recevoir l'héritage de ce qui les précède? C'est un problème herméneutique. Alors, ensuite, il n'y a pas que les traditions catholiques et protestantes qui sont déconstruites dans cette sécularisation. Toutes les traditions subissent le même sort et les Lumières aussi, aujourd'hui, sont très largement déconstruites, jadis par l'école de Francfort et aujourd'hui par les études décoloniales.
Et c'est un travail qui était nécessaire, qui était salubre, mais il finit par se terminer en faisant juste la place pour le vide. Et je pense que Ricoeur, l'originalité de Ricoeur, c'est de plaider pour une multifondation, pour une cofondation pluraliste. En débat avec Habermas, qui défendait alors le recours à la tradition des Lumières comme socle de la modernité, Ricoeur écrivait à propos de la fragilité du langage politique en 1990, « Reconnaître que nous appartenons à une société qui a tendance à saper les bases de sa propre légitimité constitue un acte de véracité qui conditionne toutes les démarches ultérieures. Cette relativisation doit aller plus loin, me semble-t-il, qu'un retour à l'héritage de l'Aufklärung, simplement délivré de ses perversions. Non que je conteste le propos de Habermas lorsqu'il déclare que le projet de l'Aufklärung est inachevé, mais un retour au pur idéal de l'Aufklärung ne paraît plus aujourd'hui suffisant. Pour libérer cet héritage de ses perversions, il faut le relativiser, c'est-à-dire le replacer sur la trajectoire d'une plus longue histoire, enracinée d'une part dans la Torah hébraïque et dans l'évangile de l'Église primitive, d'autre part dans l'éthique grecque des vertus et la philosophie politique qui lui est appropriée. Autrement dit, il faut savoir faire mémoire de toutes les traditions qui se sont sédimentées sur leur socle. C'est dans la réactualisation d'héritages plus anciens que celui de l'Aufklärung et aussi peu épuisé que ce dernier que l'identité moderne peut trouver des correctifs appropriés aux effets pervers qui aujourd'hui défigurent les acquis irrécusables de cette même modernité. C'est un très grand texte de Ricoeur. Alors, dans les 2 paragraphes qui suivent, je ne vais pas les dire, il y a un paragraphe sur Socrate, dans lequel je creuse qu'est-ce que nous avons reçu de Socrate. Et justement, c'est cette question de l'interrogation, de la problématicité, et du coup, qui est importante pour la démocratie elle-même. Et puis, un deuxième moment que je ne lis pas, c'est un deuxième moment autour de Jésus. Jésus et l'éthos européen autour du thème de la charité. C'est un peu plus bas, Anna, en descendant un petit peu. Voilà, je ne vais pas le dire, mais c'est l'idée qu'il y a une invention d'une charité anonyme, une charité incognito, qui a des effets institutionnels et politiques tout à fait importants. C'était pour donner quelques exemples. Dans le livre, je donne beaucoup d'exemples de ce que nous devons à la pluralité des traditions qui constituent l'Europe. Et ce sont des héritages énormes. Bon. Ensuite, si on poursuit notre enquête herméneutique sur le noyau éthico-mythique de l'Europe, on a un étonnement, c'est que l'Europe, elle vient d'ailleurs. Dès le commencement, et probablement comme dans tout commencement, c'est pareil pour les États-Unis, c'est pareil certainement pour la Chine ou le Japon, etc., il y a un écart à soi de l'identité européenne. Son passé n'est pas le sien. L'Europe qui naît au long du Moyen-Âge, puis de la Renaissance, est habitée par la mémoire des anciens, dont la meilleure part est extra-européenne. C'est la Grèce, bien sûr, mais c'est aussi toute la Mésopotamie, l'Égypte, bien sûr, Israël, etc. Donc, le refus aujourd'hui très vif de la culture biblique, c'est peut-être un refus de cette étrangeté qui était pourtant constitutive de l'Europe. Marcel Hénaff parlait d'un excentrement de l'Europe, d'un rapport intime à une altérité non seulement externe, mais interne, qui a obligé l'Europe à comprendre des sources étrangères, à apprendre des langues mortes, à s'installer d'emblée dans la traduction, dans le rapport entre l'antique et le nouveau, et le vernaculaire. Et il suggérait d'ailleurs que le conflit entre la vieille Europe catholique et la neuve Europe protestante, pour le dire comme ça, au moment de la Renaissance, entre le monde du droit romain et le monde du droit du précédent, est encore un différent constitutif de l'Europe d'aujourd'hui. Et Emmanuel Levinas aussi disait « Qu'est-ce que l'Europe ? C'est la Bible et les Grecs ». Et alors justement, on peut dire que l'Europe, la caractéristique aussi de l'Europe, c'est qu'elle est multilingue. C'était Gadamer qui insistait en 1985 dans L'héritage de l'Europe sur ce point. C'est peut-être là un avantage particulier de l'Europe qu'elle ait pu apprendre et qu'elle ait dû apprendre à vivre avec d'autres, même si les autres sont autrement. Le multilinguisme de l'Europe, ce voisinage de l'autre dans un espace étroit,
et l'égalité de valeur de l'autre dans un espace plus restreint me paraît constituer une véritable école. En l'occurrence, il ne s'agit pas seulement de l'unité de l'Europe au sens d'une alliance de politique, c'est au contraire pour l'avenir de l'humanité tout entière, me semble-t-il, que nous avons à apprendre cela les uns des autres, et cela constitue pour nous notre tâche européenne. Et Jacques Derrida, prolongeant l'image de Paul Valéry que l'Europe n'est qu'un cap de l'Asie, où toutes les populations repoussées par les vainqueurs sont venues s'accumuler. En gros, l'Europe, c'est le continent de tous les perdants de l'histoire qui ont été peu à peu chassés dans ce bout de continent. Reprenez en 1991, dans l'autre cap, le propre d'une culture, c'est de n'être pas identique à elle-même. Une culture n'a jamais une seule origine. La monogénéalogie est toujours une mythification dans l'histoire de la culture. Il faut se faire des gardiens d'une idée de l'Europe, d'une différence de l'Europe, mais d'une Europe qui consiste précisément à ne pas se fermer sur sa propre identité et à s'avancer exemplairement vers ce qui n'est pas elle, c'est-à-dire donc vers l'autre. Et alors Ricoeur, dans un très beau texte paru en 1992, et qui s'intitulait « Quel ethos nouveau pour l'Europe ?» cherchait à poser en termes d'imagination la question de l'Europe, le problème étant pour lui de combiner l'identité et l'altérité à de nombreux niveaux, selon un ordre croissant de densité spirituelle, disait-il. Au premier niveau, nous trouvons le modèle de la traduction, qui vise à un ethos d'hospitalité mutuelle, habiter chez l'autre, recevoir l'autre chez soi, tenir compte de ses coutumes propres, de ses croyances de base, de ses convictions majeures, ne pas croire trop vite qu'on a tout compris. Au second niveau se trouve le modèle de l'échange des mémoires, où notre identité est mêlée à celle des autres de façon à engendrer des histoires au second degré, qui sont celles mêmes des intersections entre histoires multiples, selon l'idée que nous sommes empêtrés dans des histoires. Et là, après les guerres, notamment toutes les guerres européennes des derniers siècles, c'est nécessaire. Et puis, il s'agit d'échanger les mémoires donc, au niveau où celles-ci s'offrent à être comprises et de faire place à plusieurs histoires portant sur le même passé, dans un effort de lecture plurielle et, dit-il, d'hospitalité narrative, mais aussi de discernement des promesses non tenues du passé. Ce n'est pas seulement l'hospitalité à la mémoire du passé, mais aussi l'hospitalité aux promesses non tenues et donc à l'avenir. Alors, je voudrais en conclusion revenir sur un article programmatique de Paul Ricoeur paru dans la revue Esprit en 1961, intitulé « Civilisation planétaire et culture nationale ». Et je voudrais montrer qu'on y trouve la définition d'une éthique herméneutique, herméneutique elle-même comme une éthique de la fidélité créatrice. Dans ce texte, Ricoeur parle de ce paradoxe culturel ou civilisationnel que nous voyons se déployer en même temps un progrès technique et rationnel de la civilisation moderne, planétaire, et un danger anthropologique pour la diversité des cultures par une subtile destruction de ce qu'il appelle leur noyau éthico-mythique. Là, il est assez proche de Lévi-Strauss. Il y a une proximité. Le texte date des années 50, en fait. Et il pointe ainsi le décalage entre ce qui est mondialisable, c'est-à-dire imposable aux concurrents, cumulatif, et puis ce qui peut mourir, ce qui même doit mourir, ce qui doit être réinventé à chaque génération, dans chaque culture. Il écrit, à la différence d'un outillage qui se conserve, se sédimente, se capitalise, une tradition culturelle ne reste vivante que si elle se recrée sans cesse. Nous touchons là à l'énigme la plus impénétrable, dont on peut seulement reconnaître le style de temporalité opposé à celui de la sédimentation des outillages. Il y a pour l'humanité deux façons de traverser le temps. La civilisation développe un certain sens du temps qui est à la base d'accumulation et de progrès, tandis que la façon dont un peuple développe sa culture repose sur une loi de fidélité et de création. Alors dans ce texte, qui est rédigé il y a longtemps, il y a 60 ans, Ricoeur estime qu'il y a un scepticisme, le danger pour les cultures, c'est une sorte de scepticisme qui est plus dangereux, dit-il, que la bombe atomique. Il écrit « Il n'est pas aisé de rester soi-même et de pratiquer la tolérance à l'égard des autres civilisations. La découverte de la pluralité des cultures n'est pas un exercice inoffensif. Au moment où nous découvrons qu'il y a des cultures,
À vrai dire, c'est le même moment où nous découvrons que les cultures sont mortelles. Elles sont mortelles et elles sont plurielles. Il y en a plusieurs, et donc chacune est mortelle. La civilisation demeure peut-être, mais les cultures sont mortelles. Donc au moment où nous découvrons qu'il y a des cultures et non pas une culture, au moment par conséquent où nous faisons l'aveu de la fin d'une sorte de monopole culturel, illusoire ou réel, nous sommes menacés de destruction par notre propre découverte. Il devient soudain possible qu'il n'y ait plus que des autres. Et ça, c'est intéressant comme formule de Ricoeur. Il est possible qu'il n'y ait plus que des autres, que nous soyons nous-mêmes un autre parmi les autres. Toute signification et tout but ayant disparu, il devient possible de se promener parmi les civilisations comme à travers des vestiges ou des ruines. L'humanité entière devient une sorte de musée imaginaire. Il y a André Malraux qui avait fait un recueil de toutes les images sous le titre de musée imaginaire. Nous pouvons très bien nous représenter un temps qui est proche où n'importe quel humain moyennement fortuné pourra se dépayser indéfiniment et goûter sa propre mort sous la forme d'un interminable voyage. Son but, ce serait le scepticisme planétaire, le nihilisme absolu dans le triomphe du bien-être. Il faut avouer que ce péril est au moins égal et peut-être plus probable que celui de la destruction atomique. Vous voyez donc, pour lui, en 1960, la plus grande menace, ce n'est pas la bombe atomique, c'est la menace sceptique et nihiliste. Face à ça, il faut revenir courageusement à la condition contemporaine qui nous est faite, celle de la rencontre des cultures, et cette condition, c'est justement la condition herméneutique, c'est-à-dire d'accepter d'être né dans un monde parmi l'autre, dans une tradition parmi l'autre, dans un rapport au monde qui est déjà interprété. En fait. Donc, cette menace d'aliénation dans un monde où il n'y aurait plus que des autres appelle une riposte, et Ricoeur la formule ainsi dans ce texte: pour rencontrer un autre que soi, il faut avoir un soi. C'est-à-dire justement accepter d'être né, accepter d'exister. Il est impossible donc qu'une culture soit vivante, créatrice et hospitalière si elle n'a pas le désir, la confiance en soi, l'intelligence critique, la force imaginative de se dépayser dans ses propres origines. C'est le mot de Heidegger que Ricoeur reprend. Ricoeur écrivait plutôt encore en 1946 « J'appartiens à ma civilisation comme je suis lié à mon corps. Je suis en situation de civilisation et il ne dépend pas plus de moi d'avoir une autre histoire que d'avoir un autre corps. » Donc à la fin de ce texte de 1960, je reviens à ce texte, Ricoeur écrivait « Seule une culture vivante, à la fois fidèle à ses origines et en état de créativité sur le plan de l'art, de la littérature, de la philosophie, de la spiritualité, est capable de supporter la rencontre des autres cultures, non seulement de la supporter, mais de lui donner un sens. Lorsque la rencontre est une confrontation d'impulsions créatrices, elle est elle-même créatrice. Et je crois que de création à création, il existe une sorte de consonance, même en absence de tout accord. Et c'est ainsi que je comprends le très beau théorème de Spinoza: plus nous connaissons de choses singulières, plus nous connaissons Dieu. Et Ricoeur termine: c'est lorsque l'on est allé au fond de la singularité que l'on sent qu'elle consonne avec tout autre, d'une certaine façon que l'on ne peut pas dire, d'une façon qu'on ne peut pas inscrire dans un discours. Il me semble qu'en écrivant cela, Ricoeur, en quelque sorte, analysait la crise de la civilisation en général, mais particulièrement la crise de sa propre civilisation, la civilisation européenne, et qu'il essayait de la remettre en mouvement pour qu'elle soit capable d'être en dialogue avec les autres. Merci, excusez-moi, j'ai été trop long. Merci beaucoup, Olivier, pour cette présentation très riche et intéressante. And we have time for questions and discussion. Oh, okay, those were some, okay, some advice for presentation. Okay. J'ai parlé très vite, hein, quand même. No. And thank you so much, Olivier, for sharing the text. That I think that was very helpful for everyone. Mm-hmm. And questions either in English or French are welcome. I have one. Yes. I'll speak English. Okay. And a bit of French if we need it, Olivier.
I wonder, I think looking back on Ricoeur, one of the things that has changed is his inability to go beyond the Hebrew and the Greek as the basis of his thought. Obviously, he was reading things. You can find references to Buddhism a little bit. But I wonder, aujourd'hui, c'est impossible de commencer avec seulement l'hébreu et le grec. Même pour nous. It will take several generations to get beyond that. I used to think that it was the students, my students who were children of diplomats or missionaries who grew up in another country and were bilingual, but had a culture, who had to be encouraged because they had the tools to take this step. So basic question, Olivier, how do we think beyond the Bible and the Greeks? Merci. J'espère avoir compris ta question, David. D'abord, on voit très bien dans ce texte le motif pour lequel Ricoeur n'a cessé de creuser les racines de sa propre culture. Il n'est pas allé chercher, il a eu des discussions beaucoup avec des amis comme François Julien, par exemple, qui sont allés travailler sur la Chine, sur le taoïsme, etc. Et il disait, mais moi, je ne connais pas encore mes propres racines, si je peux dire, les codes de ma propre culture. Il faut d'abord que je comprenne bien les codes de ma propre culture. Donc voilà, il a commencé par, c'est en creusant la singularité de ses propres racines qu'on rencontre, pour lui, c'est parce que j'ai été suffisamment loin que ces racines deviennent suffisamment créatives pour être capable de rencontrer les racines créatives des autres cultures. En gros, ça, c'est sa démarche. Et alors, je dirais que le propre de sa démarche, c'est justement de ne pas faire des généalogies manichéennes, simplistes. Il était à la faculté protestante avec Oscar Cullmann, par exemple, qui travaillait sur le temps dans le Nouveau Testament. Et on voit très bien qu'il va en fait s'opposer à lui en disant mais il n'y a pas le temps biblique et le temps grec, il y a des temps grecs différents, il y a des temps bibliques différents. Donc il va toujours, comme toujours, compliquer le problème. Tout est multiple et plus on rentre dedans et plus c'est encore multiple. On est sans cesse dans du multiple. Il n'y a pas les Grecs d'un côté, un bloc, ni la Bible, un bloc. Non, c'est très... voilà. Et alors, encore autre chose. Il dit quelque part dans la critique à la conviction, et il l'a redit à plusieurs reprises, voilà, mais on dit que si vous étiez chinois, vous ne penseriez pas comme ça. Et il dit, mais oui, bien sûr, mais je ne suis pas chinois. Et il dit, mais voilà, j'accepte, moi, cette condition, c'est ça l'herméneutique, c'est cette modestie. Il y a dans l'herméneutique cette modestie d'accepter, on peut dire, d'appartenir à une tradition. Mais en même temps, ça n'empêche pas le geste de la fierté critique sans entrave, qui en quelque sorte ne cesse de déconstruire, de comparer, de chercher, de comprendre, d'argumenter sans limite. Ce n'est pas une modestie qui nous rend, je dirais, incapables de chercher à traduire, de chercher à comparer, de chercher à critiquer. Et même, on peut aller plus loin. Dans cette même phrase, Ricoeur dit que je suis né dans une langue, mais je peux aussi être accueilli dans une langue. Je pense que pour lui, il pensait très particulièrement à Chicago et à son expérience d'être accueilli à Chicago dans une autre langue que la sienne. Et donc, il ne l'a pas fait lui, mais on peut imaginer quelqu'un qui bascule dans une autre langue que la sienne et qui, en quelque sorte, va creuser des racines ailleurs par une sorte d'adoption. En fait, on ne naît pas qu'une seule fois. Il y a notre naissance herméneutique, si je peux dire, elle est elle-même multiple. On n'a jamais fini de naître et de renaître herméneutiquement dans des contextes divers. Et ça, il me semble que c'est une grande ouverture de Ricoeur vers la possibilité d'être né ailleurs. Mais en même temps, il faut consentir à être né quelque part.
Je ne sais pas si j'ai un peu répondu à quelques aspects de ta question. I think that's Ricoeur's position, but the world has changed. My granddaughter's school has an international festival once in a while. And in her school, there are children from 20 plus different countries. Yes, yes. Et c'est pour ça que je trouve que le concept que j'ai un tout petit peu abordé d'hospitalité narrative est un concept très riche. Yes. Très riche. D'accord, d'accord, je suis d'accord. Un très beau texte et un très beau thème. Well, thank you very much. Merci beaucoup. And we have questions from Vincent and then from Maureen. Vincent, would you like to ask your question? Yes, but I can only ask in English, maybe, because it's more of my baby based on personal experience, because I see many people around me who really grow up in very different cultures, and they sometimes are not aware of at least this condition of the mixture of their cultures maybe already embodied in their body. And I just wonder, because this talk seems to be touching upon the relevant issues, do you have any thoughts on their identity and how they navigate this situation in regards to their own condition of embodying multiple cultures, how they recognize themselves and approach others. Thank you. Là aussi, c'est possible que je n'ai pas bien compris la question, mais cette question le fait on fait corps avec une culture, avec une langue, avec une tradition, le fait qu'elle soit incorporée d'une certaine manière, ça c'est un thème du Ricoeur, du jeune Ricoeur. Cette dimension du corps est très importante chez le jeune Ricoeur, et le Ricoeur phénoménologue, et d'une certaine manière elle est en quelque sorte acquise ensuite. On a le sentiment qu'ensuite elle est acquise chez lui, et il en parle moins quand même, hein, il en parle moins, mais à mon avis ça reste tout à fait fondamental. Ça reste fondamental justement dans le fait qu'il y a des choses qu'on ne... Par exemple, quand il va y revenir, quand il va parler de la mémoire, on n'échange pas les mémoires comme ça. Pour échanger les mémoires, il y a un travail narratif, il y a un travail d'attention, il y a un travail d'écoute, il y a un travail aussi d'apprentissage de la langue d'abord, des codes, etc. Bon, voilà. Et donc, ça veut bien dire que la langue, ce n'est pas que le niveau des arguments, que le niveau de l'argumentation. Il y a un niveau où la langue est prise dans de l'expérience vécue, on pourrait dire phénoménologique, d'un monde de la vie, on va dire. C'est des formes de vie. Hein, ça va avec des formes de vie différentes. Et je pense que Ricoeur est resté jusqu'au bout sensible à cet ancrage dans des formes de vie. Je dirais peut-être avec, comme toujours, un sens très aigu de la pluralité des formes de vie et du fait qu'elles peuvent se comprendre. Je dirais elles doivent, c'est excessif de dire elles doivent. Elles peuvent faire l'effort de se comprendre, elles peuvent faire l'effort de s'approcher les unes des autres. Mais c'est un effort, c'est un dépaysement. On ne s'installe pas dans l'universel. Il y a chez Ricoeur en même temps un effort vers l'universel, mais l'universel va toujours rester métaphorique, pris dans la gangue d'une langue particulière, de métaphores particulières. Il va rester, l'universel va rester pris dans un petit peu comme le jugement esthétique chez Kant. Ça sera un jugement qu'on ne peut pas imposer. C'est quelque chose qui reste résistible, qu'on ne peut pas imposer parce que c'est pas sûr que l'autre. Voilà, c'est de l'ordre de la reconnaissance, du travail de la reconnaissance et non pas du
du concept qui peut traverser comme ça à travers les langues, à travers les… Voilà. Parce que justement, il y a cette dimension corporelle. Je crois que ça vient vraiment du tout premier projet de la phénoménologie de Ricoeur. Probablement, j'ai répondu encore une fois à côté de la question, mais… Merci. Oui, ça donne une bonne réponse, je crois. Il faut penser, il donne beaucoup de choses à penser pour eux, pour ces personnes qui ont d'identité multiculturelle. C'est ça. Merci. To answer both to David Pedowa and also to the most recent debate, I think there's a parallel between this text of 1961 of Ricoeur and trying to say this is about the irreducibility of culture and the multiplicity, therefore, and what, if you want, Habermas is trying to do in his 2019 work on religion. From the 4th chapter onwards, he talks about the Western development. And of course, that's where Christianity or biblical monotheism and kind of Greek philosophy play a role. I think the lesson of that is that he has been accused because of that of Eurocentrism. But I think the conclusion should be the opposite. And that is, it is about showing the contingent origins of each culture. And David, I think your point is well taken, that we are at a different place, but the different place is that the other religions need to do the same, basically kind of clarify the contingent origins of their own syntheses. And we'll never get a humanity that is just kind of simple. We'll always have these interactions and transformations of religions and intellectual streams in each culture. Habermas does that actually, showing in what way, for instance, Confucianism, there's a kind of neo-Kantianism, recent interpretation of it. So they have, other religions also have done the same. Yeah, and I think that is the big, if you want, romantic lesson against an Enlightenment kind of attempt to make things similar. I mean, not that we want to give up on human rights, but the whole point is to discover the roots in each tradition and their transformations of peace, of respecting the other. Ricoeur had this dialogue with Kuhn, yeah, and Ricoeur was the one who was emphasizing the multiplicity and the unique core of each culture. I think he has a substantive understanding of culture. That's a question to Olivier Abel, whether that is true. He certainly doesn't have, it seems to me, a constructivist understanding of culture, because when he talks about this noyau créateur, it seems to me that there is something substantive behind it. Yeah, and the worst thing would be, and he shows that in his article of 61, which was written after so many countries got their independence, and he celebrates that. Yeah, 1961 is very recent for lots of new nations who, for instance, in the Commonwealth, suddenly fought and received through fighting their independence. So the worst thing would be to have a McDonaldization, yeah, to have exactly only the level of the tools and not to have the creative core. But maybe, and leading that onto Europe, of course, it's conflictual because there have been very many different receptions and transformations, and the debate still goes on. Oui. Merci Maureen, vous avez dit beaucoup de choses, alors très, très riches, et je suis d'accord avec vous pour tout ce que vous dites. Moi aussi, j'ai été frappé du fait qu'il y a une sorte d'évolution d'Habermas et de Ricoeur, l'un vers l'autre, d'une certaine manière, qui est très frappante. Ricoeur, dans Du texte à l'action, a tendance à un peu construire, comme partout, hein, il commence par construire des dialogues Gadamer-Habermas, qui sont des dialogues parfois un peu, qui commencent de manière un peu simpliste. Les pensées, on a envie de dire, sont plus complexes que ça. Bon. Et après, il les complique, et finalement, ça devient extrêmement vivant.
pour moi, c'est presque la technique du dialogue platonicien. Il y a quelque chose là qui devient extrêmement vivant dans sa manière de représenter les choses et qui, en quelque sorte, préfigure les mouvements des auteurs les uns vers les autres. Et ça, je trouve ça très, très intéressant. Sur l'idée de noyau éthico-mythique, c'est une idée très curieuse de Ricoeur. Je ne la vois pas comme tellement... En fait, son idée, je pense, c'était l'idée justement, c'était le moment où il basculait vers l'herméneutique et où il dit, en fait, il y a le cœur des cultures, comme celui des individus, on va dire, avec l'inconscient freudien, il doit être interprété. Nous n'y avons pas accès immédiatement. Nous devons l'interpréter. Et forcément, quand on l'interprète, on s'aperçoit qu'il y a un conflit d'interprétation, mais ce conflit d'interprétation, il correspond aussi, on pourrait dire, ontologiquement à un noyau qui est lui-même conflictuel. Car en fait, je pense que le noyau éthico-mythique, il est lui-même plein de dissensus, plein de différents, il est lui-même mixte. Il n'y a pas de noyau pur. Un noyau pur, il serait mort. Par définition, un noyau pur, il est mort. Il y a un noyau vivant dans une culture parce qu'on installe ensemble, arrive à cohabiter des éléments qui auraient pu s'entre-détruire et qui arrivent à cohabiter. Et ça fait quelque chose d'extrêmement fécond. Et c'est ça le noyau éthico-mythique des cultures. C'est ça qui me semble le plus intéressant dans son concept. C'était juste pour faire une petite remarque en bas de page de ce que vous avez dit. Merci Olivier. Merci. J'ajoute juste, c'est vrai que c'est très intéressant comment Habermas s'est peu à peu intéressé aux religions. C'est vrai que c'était étonnant. Et voilà. Et j'ai envie de dire qu'à la fin, Ricoeur était presque plus critique à l'égard des religions que Habermas. Olivier, il y a un autre texte qui m'intéresse que je viens de lire. C'est le texte de Ricoeur sur la tolérance et l'intolérance. Ah oui, très beau texte. Où il distingue 4 niveaux de tolérance qui viennent de quoi? De l'acceptance, ça existe, jusqu'à le point où on peut dire il y a peut-être une vérité là. Et plus que chacun, il y a une vérité chez chacun. Et est-ce que vous pouvez dire quelque chose sur ce texte et votre pensée? Oui, alors, il me semble que ce texte doit quand même beaucoup à Michael Walzer. Je ne sais pas si vous avez... Il y a un texte de Walzer sur la tolérance dans lequel il y a des choses très, très voisines. Donc, c'est pas tellement... je pense que la présentation des différents degrés de tolérance n'est pas ce qui est le plus original chez Ricoeur. Peut-être ce qui est original, c'est l'idée qu'il y a une sorte d'optimum, qu'il y a un optimum dans lequel l'optimum, et ça ressemble au texte que j'ai lu à la fin sur les civilisations planétaires et culture nationale, il y a un optimum dans lequel les échanges n'épuisent pas les différences. Au contraire, il y a à la fois le maximum d'échanges et le maximum d'invention, on va dire, le maximum de différence. C'est-à-dire, en fait, la tolérance n'en vient pas à une sorte d'indifférence relativiste, on va dire, ou dans laquelle les différences ne comptent plus. Il faut que la différence compte, et il faut en même temps qu'elle soit regardée avec bienveillance et qu'elle soit regardée avec une sorte de... On vient de basculer de l'hostilité à l'hospitalité. Le meilleur moment, c'est quand on a basculé de l'hostilité à l'hospitalité, sans être tombé au point où l'hospitalité fait comme s'il n'y avait plus de différence, comme si tout le monde est chez soi partout, en quelque sorte. Non, il y a des endroits où je ne suis pas chez moi, il y a des endroits où je suis chez moi, et la tolérance a à voir avec ce moment-là. Ça me semble une idée intéressante. J'étais en train d'en chercher une autre.
mais je ne sais pas si je vais la trouver, que j'avais noté tout récemment, quelque chose que j'avais redécouvert tout récemment, excusez-moi. Ah oui, ah non, mais c'est une note en bas de page. C'est une lecture qu'il fait de Spinoza, dans laquelle il dit, c'est ça, c'est lorsque il faut que la puissance d'agir de l'un ne diminue pas la puissance d'agir de l'autre. Voilà, c'est une définition spinoziste. Ça m'intéresse toujours les rapports de Ricoeur à Spinoza. Hein. Quand ma puissance d'agir ne vient pas obliger l'autre à diminuer sa puissance d'agir. Donc, c'est la tolérance optimale, c'est la tolérance lorsque les puissances d'agir des uns et des autres sont à leur niveau optimal. Ce qui demande, on peut dire, une retenue quand même. Hein. Ça demande une retenue de la puissance d'agir. Une sorte de copuissance, si je peux dire, de puissance à plusieurs. Je trouve que l'idée est très intéressante. Parce qu'elle est très politique. Elle est très intéressante pour le politique. Merci beaucoup, Olivier. Thank you for the questions. Any other questions or comments? Yeah. I have a question. Olivier, part of my question would be about, you focused on dialogue, and how does hermeneutics interact with those, the rise of populism, who say there's no need for dialogue because we have the right position and we are aggressive politically, socially in trying to implement that position. That seems to be a very different place we are today than a generation ago. Ouais. Oui, je n'ai pas de réponse. C'est vrai. C'est justement, moi, ce qui me frappe, c'est que, pour reprendre le mot de Jean Grèche, l'âge herméneutique de la raison, c'est aussi un âge dans lequel on accepte d'être parmi d'autres, d'être avec d'autres. Et c'est une forme de rationalité que je trouve très particulièrement civilisée, on va dire. C'était un petit peu le sens de tout mon propos. Et je trouve qu'aujourd'hui, il y a des formes d'argumentation, des formes de rationalité qui sont extrêmement barbares. Parce que justement, elles ne font pas avec les autres. Vous verrez, là, il y avait tout un paragraphe que nous n'avons pas lu autour de Simone Weil. Simone Weil qui disait, par rapport à la force, que la barbarie est constante dans notre société, dans l'histoire, partout, mais que la règle, la loi qu'elle propose, c'est de dire on est toujours barbare avec les faibles. Et le paradoxe de la barbarie, c'est plus je pense que moi je suis civilisé et que les autres sont tous des barbares, plus je suis barbare. Voilà. C'est le paradoxe de l'âge colonialiste, hein, bien sûr, mais c'est très général, c'est pas fini, l'histoire n'est pas finie. Et donc, c'est dans ce texte, l'Iliade ou le poème de la force, que Ricoeur, des dernières années, relisait énormément ce texte sur l'Iliade, dans lequel que Simone Weil terminait en disant « Les hommes retrouveront peut-être le génie épique quand ils sauront ne rien croire à l'abri du sort, ne jamais admirer la force, ne pas haïr les ennemis et ne pas mépriser les malheureux. » Mais voilà, ce courage-là, ce courage épique, on va dire, qui est aussi un courage évangélique pour Simone Weil, eh bien, il demande d'accepter la pluralité et d'accepter, de la part du fort, d'accepter de se déprotéger. Et
je pense qu'il y a des formes de rationalité qui sont des formes de rationalité qui sont des formes de protection, des formes de sécurité, de sécurité cognitive, de sécurité culturelle, de sécurité langagière. Et quelqu'un qui est trop en sécurité, il devient barbare. Parce qu'il devient trop fort. On ne peut plus l'atteindre. Quelqu'un qui est trop en sécurité, on ne peut pas l'atteindre. Et donc, le précepte serait de déprotéger il faut armer les faibles, bien sûr. Il faut que personne ne soit trop faible. Mais il faut aussi déprotéger les forts. Il faut que les forts, les puissants, acceptent de se déprotéger. Et aussi de se déprotéger, je disais, cognitivement, etc. Et là, je pense que l'herméneutique, de ce point de vue-là, c'est génial. Parce que justement, c'est le renoncement à se prétendre au commencement, à se prétendre à la fin, à se prétendre le tiers absolu. Hein. Ricoeur a des phrases comme cela, il n'y a pas de tiers absolu, hein, des choses comme ça. Ça, c'est vraiment, je dirais, pour moi, des petits moments d'émergence vraiment de l'éthos herméneutique. Thank you. Okay. Thank you very much and merci beaucoup. We are at the hour mark and I think we would gradually need to bring the session to a close. Olivier, nous vous remercions cordialement pour votre présentation aujourd'hui et pour toutes vos réponses très détaillées. Merci beaucoup. And thank you very much to all the participants. And on behalf of the organizers of the Hermeneutics in Real Life project, I would like again to thank you for joining us today. We're currently working on a plan for the next year. And as a matter of transition to a new type of series, we have a new conversation session in May 2022. So please stay tuned and follow up with our website, Hermeneutics in Real Life Projects, www.hrnrl.org. Thank you very much. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous tous. Merci infiniment. Merci. Yes, thank you so much, Olivier. Thank you.